du cœur qui est ici et qui vont constituer donc la face et le cou, le massif crânio-facial. Ces mêmes cellules des crêtes neurales, eh bien, elles vont également migrer plus bas puisqu'elles vont venir se loger ici, donc dans la région du cœur, et elles vont venir former une partie, la partie artérielle, disons, du futur cœur. Alors, ces crêtes neurales, elles sont cruciales. Pourquoi ? Parce que là aussi, on a bien pu démontrer que, en cas d'imprégnation alcoolique de l'embryon, on a une perte de ces cellules qui se multiplient moins, qui ne survivent pas, qui rentrent en apoptose et qui donc ne vont pas pouvoir peupler tous ces massifs qu'elles sont censées peupler comme elles le devraient. Alors, ces crêtes neurales aussi, elles ont de multiples dérivés et en particulier, elles ont comme dérivés les ganglions des nerfs crâniens que vous voyez ici, qui se développent, vous voyez, très vite, et également les ganglions rachidiens, donc, qui permettent le développement des racines des nerfs rachidiens. Alors, pendant toute cette partie, pendant tout ce phénomène de délimitation et de morphogénèse précoce, eh bien, les éléments clés qui vont réguler en particulier l'organisation générale du plan du corps à ce stade, ce sont ces fameux inducteurs dont on a parlé tout à l'heure, la corde qui est représentée là en orange, et puis la plaque précordale que vous avez ici. Ces inducteurs, donc je vous ai dit, envoient des signaux au tissu environnant et en particulier au système nerveux central ici en bleu pour donc organiser la croissance, la différenciation et l'organisation générale dans l'espace. Et parmi ces signaux, il y en a un qui est majeur, qui est le produit du gène Sonic Hedgehog, SHH. Et ce produit, donc, qui est fabriqué par ces inducteurs, va induire donc l'expression au niveau des tissus de gènes qui vont être majeurs dans le développement de ces différents tissus. Et en particulier, il y en a un qui est inscrit là, qui est OTX2, qui est le gène de la tête. Si on a une souris qui est invalidée pour le gène OTX2, elle n'a pas de tête, donc vraiment c'est un gène majeur du développement de la tête. Donc, eh bien, on sait que chez les animaux qui vont être soumis à une imprégnation alcoolique, même modérée, on aura une baisse de l'expression du signal de SHH et une baisse de l'expression de ces signaux secondaires qui sont OTX2 et d'autres encore. Autre famille de gènes qui intervient beaucoup dans l'organisation segmentaire plus ou moins virtuelle du corps, aussi bien l'extrémité crâno-faciale que plus postérieure, c'est la famille des gènes OX, qui sont des gènes c'est toute une famille de gènes qui vont s'exprimer de façon étagée sur l'ensemble des tissus de l'embryon et qui vont créer donc une segmentation virtuelle et une différenciation spécifique de chacun des segments. Ce qui est majeur dans cette famille OX, qui est très important, c'est qu'elle va s'exprimer, ces gènes vont s'exprimer en fonction du gradient ambiant d'acide rétinoïque. L'embryon, depuis la 3e semaine, est les cellules sont dans un milieu qui est riche en acide rétinoïque, mais avec un gradient céphalocodal. Et on sait que l'alcool modifie ce gradient. Donc, dès que l'alcool modifie ce gradient, il va modifier l'expression de tous ces gènes et donc la morphogénèse du corps, d'une façon générale. Alors, on continue, on arrive au 2e mois. Le 2e mois, c'est la deuxième partie donc, de l'embryogénèse et c'est la mise en place la fin de la morphogénèse externe, en gros, et en particulier donc, la mise en place de la face et des membres. Alors, au niveau de la face à la fin du 1er mois, il y a deux sortes de structures. Tout d'abord, le bourgeon, le massif, je dirais, frontal et les arcs bronchiaux, et en particulier donc, le premier arc qui va se trouver juste au-dessous. C'est difficile, la flèche, j'y même pas toujours, qui va se trouver juste au-dessous de ce bourgeon frontal. Au niveau du massif frontal, on voit apparaître des placodes, ce qu'on appelle des placodes, qui sont des ébauches des organes sensoriels, placode olfactif, placode oculaire à côté, là, qui va en rose, qui va vous donner le cristallin. Et on voit que le massif frontal va s'organiser autour des placodes olfactifs pour nous former une ébauche de nez, et que là, le premier arc se rapproche de tout ça, et qu'on va assister à un mouvement de confluence vers le centre, de convergence vers le centre du visage, donc du massif nasal, de façon à créer donc le nez et de façon à faire revenir les yeux sur la face antérieure de la face. Et on va construire ainsi une face qui sera faite de ces deux bourgeons, le massif frontonasal qui va nous donner tout le bourgeon frontal et puis toute la partie centrale de la face avec l'arête du nez, le philtrum, la lèvre supérieure et la gencive qui va avec, tandis que tout le reste de la face sera formé à partir du premier arc bronchial.
Et la même chose se passe à l'intérieur, c'est-à-dire que dans le même temps, si vous ouvrez la bouche de l'embryon, vous allez retrouver toute cette partie-là qui dérive du bourgeon frontonasal, du massif frontonasal, et le palais, donc en particulier le palais antérieur, et le palais postérieur qui se forme par deux volets horizontaux qui dérivent donc du premier arc et qui vont fusionner sur la ligne médiane pour nous former donc le palais postérieur. Alors que fait l'alcool dans tout ça? Eh bien, vous le voyez ici sur des embryons de rats. Vous voyez que si vous les soumettez à l'alcool, on va assister à une hypoplasie majeure de toute la partie médiane de la face, en particulier donc tout ce qui dérive du massif frontonasal par rapport au normal. Et on voit exactement la même chose chez l'homme, avec un rétrécissement de toute cette partie de la partie nasale, et puis une modification majeure du philtrome, qui est l'élément majeur de la dysmorphie de l'alcool, avec un rétrécissement de ce philtrome, une absence des sillons de ce philtrome, et un philtrome qui est très plat et très monoforme. De même, également, l'imprégnation alcoolique diminue les capacités du premier arc en profondeur et donc induit des fentes faciales et en particulier des fentes palatines postérieures. À l'extrême du phénotype, et ça existe également dans la phétopathie alcoolique, on peut avoir une agénésie complète du massif frontonasal avec cette fente médiane, donc ici labio-gingivale, qui s'accompagne de l'absence de formation, de bilatéralisation de l'encéphale, c'est-à-dire l'absence d'apparition des deux hémisphères, ça s'appelle une holoprosencéphalie. Et pour démontrer ce que je vous ai dit, bien ce phénotype, qui est un phénotype de la phétopathie alcoolique, est complètement reproduit chez les patients qui ont une mutation hétérozygote du gène SHH et qui peuvent avoir exactement le même phénotype et la même holoprosencéphalie. Donc on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance de l'expression de SHH et de sa perturbation dans la phétopathie alcoolique.